Les candidats retenus et non retenus pour l'élection présidentielle. Il faut rappeler que monsieur, je recherche le nom, Leonardo Santos Simão, donc c'était le samedi 20 qu'il a pris son temps donc de son bâton de pèlerin pour rencontrer les candidats retenus et non retenus à l'élection présidentielle. Déjà, regardons le cadre, la forme et le fond, et puis les éléments de langage des différentes personnalités politiques qui ont été rencontrées. Marius, commençons par vous. C'est de bonne loi. L'ONU monte déjà au créneau en rencontrant les différents acteurs politiques ivoiriens à quelques semaines, pour ne pas dire à 3 semaines de l'élection présidentielle. Ah oui, Marius, excusez-moi, c'est la rentrée. Ah oui, la rentrée télévisuelle. Même si on rentre sans être parti. Oui, tout à fait. Mais je vous dis quand même bienvenue, messieurs. Merci. Très bien, allons-y, Marius. Et donc, l'ONU est montée au créneau en envoyant un émissaire, et pas n'importe lequel. Celui qui a justement en charge, Leonardo Santos, vous l'avez dit, qui est en charge donc l'Afrique de l'Ouest et le Sahel pour le compte de l'ONU. Et donc, en tant que représentant de cette entité internationale, il est venu au contact de l'actualité ivoirienne en rencontrant justement les acteurs ivoiriens du jeu politique, dont le président Laurent Gbagbo, le président Afin Guessan, la présidente Simone Gbagbo. Et en un mot, il a rencontré tous les acteurs importants de la scène politique ivoirienne. Et je crois savoir que de leurs échanges, le point clé, pour ne pas dire l'élément culminant et qui nous a marqué notre attention, c'est bien la question de la paix. La question d'amener la Côte d'Ivoire à aller justement à cette élection dans la paix. Et bien évidemment, il a proposé que tous les sujets devraient être mis sur la table, les uns et les autres devraient se parler, mais l'essentiel, c'est que la Côte d'Ivoire demeure un État, un pays de paix, de sorte à ce qu'au sortir de l'élection de 2025, la Côte d'Ivoire retrouve toutes ses lettres de noblesse en poursuivant sa marche vertigineuse vers son développement harmonieux que nous avons entamé depuis quelques années, et surtout à la sortie de la crise de 2010. Et donc, c'est un émissaire certainement qui retournera heureux d'avoir rencontré tous les acteurs politiques et non des moindres. Et je crois savoir que les déclarations de chaque acteur politique, dont le président, c'est vrai qu'on n'a pas eu le verbatim du président Laurent Gbagbo, puisque la rencontre avec l'émissaire de l'ONU s'est faite à huis clos. À huis clos. Mais on a eu quand même... celui de Jean-Louis Billon, on va lire. Jean-Louis Billon. Il a insisté sur la nécessité de garantir des élections apaisées, inclusives et transparentes, et rappelé l'importance de préserver la paix et la cohésion sociale entre les Ivoiriens. Il faut préserver la paix, il faut assurer la cohésion sociale. C'est pour ça d'ailleurs, de tout temps et en tout lieu, nous en avons appelé donc à la table de discussion. Nous avons appelé à ce que les acteurs ivoiriens et non des moindres, les politiques se parlent. Et je crois que la présence de l'émissaire, parce que déjà une chose est de se faire entendre, de se faire écouter. Des gens grognent, des gens se plaignent, des gens demandent la table de discussion avec le pouvoir en place. Et donc il est tout à fait intéressant que, même si ce n'est pas avec le pouvoir en place, le fait même déjà qu'une institution internationale comme l'ONU envoie un émissaire au niveau national pour écouter le cri de cœur des uns et des autres, pour recueillir leurs préoccupations, était déjà de bonne loi. Et donc nous saluons l'initiative de l'ONU qui, cette fois-ci, monte au créneau que de nous envoyer après des casques bleus à la suite des grabuges que très souvent les élections engendrent dans nos États. Alors, on a également le point de Simone Gbagbo qui dit « Je réagis positivement donc à une telle sollicitation parlant de la rencontre avec l'envoyé spécial de l'ONU. Il faut que notre pays sorte des crises aiguës que nous avons connues. » Exhortant, évidemment, l'ONU à rencontrer l'ensemble de la classe politique afin d'obtenir des élections véritablement apaisées. Henriette Lagou, quant à elle, dit voilà, c'est pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, ajoutant que les encouragements et les conseils reçus vont renforcer mon action pour une campagne apaisée et constructive. Quant à Laurent Gbagbo, président du PPACI, Marius l'a dit, aucun commentaire n'a filtré justement de la rencontre avec l'envoyé spécial. Pascal Afin Guessan, en revanche, a dit que la situation actuelle est devenue plus dangereuse et menace la sécurité sous-régionale, appelant les Nations Unies à s'engager plus en avant en portant la question ivoirienne devant le
Conseil de sécurité afin qu'une résolution soit adoptée pour le stopper. Pour stopper le processus actuel et ouvrir un dialogue inclusif. Pour lui, la mission des Nations Unies ne doit pas s'arrêter à sa mission. Il faut que les Nations Unies aillent sur ça. plus loin. Pardon ? Je reviendrai sur ça. Très bien. Herman, réaction donc sur les différents commentaires des hommes politiques et femmes politiques. Simnao, qui est, je voudrais, dans le cadre de ce processus électoral, qui a sa deuxième visite ici, doit être heureux. Il a rencontré le président de la République, le président Alassane Ouattara. Ensuite, on avait dit qu'il allait rencontrer tous les acteurs. Il a déjà fait ce même rituel, j'allais dire. Il n'y a rien de nouveau. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas... franchement, les émissaires dans les élections, ils n'ont qu'un mot. Ils écoutent tout le monde, c'est leur démarche. Ils écoutent tout le monde, ils peuvent prendre même des griefs. Mais à la fin, regardons même ensemble sa conclusion. Il faut exprimer les désaccords dans le respect des lois et des institutions. Et il dit, je suis venu pour encourager le pays à mener des élections paisibles. Oui, en parlant à chacun, en le disant, c'est pas en faisant cette démarche-là qu'on sent forcément que l'ONU ou l'émissaire entend les griefs de l'opposition. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'opposition doit pouvoir comprendre, doit pouvoir adopter une autre démarche qui est, comme on l'a dit, moi je pense jusque-là, aujourd'hui, il y a quand même trois candidats de l'opposition, qu'on sait, de la gauche et du PDC-RDA, qui sont en lice. Il faudrait que les gens comprennent qu'il n'y aura pas d'autre sortie. L'ONU ne va pas venir, comme à certaines époques, mener des injonctions comme à une certaine époque pour pouvoir faire changer les choses. Si les gens entendent ça, ils se perdent. C'est vrai, parmi eux, en attendant de savoir les verbatims, ce que du PDC-RDA et du PPACI, lorsqu'il les a rencontrés, parmi eux, celui qui a été beaucoup plus courageux, c'est Pascal Affi-N'Guessan. Qui le dit, c'est vrai, c'est un courage, mais les délais, aujourd'hui on est à 2 semaines presque de. Quand vous dites courageux, qu'est-ce qui vous fait dire, qu'est-ce qui vous pousse à dire qu'il a été courageux? Il a estimé que la situation actuelle est devenue plus dangereuse et menace la sécurité sous-régionale. Il a même demandé à ce que l'ONU travaille à ce qu'il y ait un dialogue inclusif. Il veut que la mission ne s'arrête pas seulement à une mission. Que la question soit portée devant le Conseil de sécurité. Bloque même le processus et les élections. Donc je dis, il a été beaucoup plus courageux, mais est-ce que cela va être entendu? Il faudrait que les gens, pendant qu'ils donnent, et ça c'est le mal au niveau de l'opposition dans toute l'Afrique, c'est pas seulement l'apanage de la Côte d'Ivoire, on s'en sort au Cameroun, l'opposition n'arrive jamais à s'accorder face à cette volonté d'attenance qu'eux, elles-mêmes, souhaitent. C'est ça le drame. Aujourd'hui, si vous avez tout essayé, vous estimez que c'est verrouillé, comme ils le disent eux-mêmes, le processus est verrouillé par le pouvoir en place, essayez de déverrouiller cela en vous accordant sur une alternance, avec un candidat, pour espérer, même si vous pensez que tout est verrouillé, pour espérer être dans le jeu. Très bien. Voilà, parce qu'ils le font. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils ne s'intéressent pas, ils n'ont pas de candidat à l'élection présidentielle. Mais j'espère pour ceux-là qu'aux législatives, ils ne vont pas être présents. Parce que qu'est-ce qui aura changé dans ce processus électoral? Pour vous, ça sera de l'incohérence si on les retrouve aux législatives? C'est véritablement de l'incohérence. Parce que si on dit que c'est déjà pipé d'avance que le président Ouattara va gagner, il avait juste envie d'avoir des candidats en face de lui pour faire du remplissage. Mais les législatives, on y va sur quelle base? Pour pouvoir aller avoir un groupe parlementaire, parce qu'on va voir peut-être plus de 8 députés, pour pouvoir avoir obtenir l'argent qui est prévu pour les politiciens, les partis politiques qui sont dans le Parlement. Moi, je pense qu'il faudrait que l'opposition essaie de montrer une certaine cohérence, une certaine logique dans ses actes. Si elle continue ainsi, elle aura contribué. Et je pense que c'est la meilleure alliée du président Ouattara pour être au pouvoir. Et ça, j'arrête là. Peut-être un autre jour, on viendra dessus. Vous allez développer. Très bien. Élisée Boloubeu, est-ce que vous avez le même regard qu'Herman? Non, pas forcément, mais je pense qu'il y a certains éléments quand même que je partage. Allez-y. Mais déjà, je veux rappeler, à la suite d'Herman, effectivement, que M. Simao, c'est la deuxième fois qu'il vient en 2025. Il était là au mois d'avril, je crois, entre le 18 et le 20 avril 2025.
Et je vais vous lire l'une de ses interventions. Allez-y. Il a dit qu'il était là, rencontrer les parties ivoiriennes, parce que pour lui, il estimait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire représente un pays important dans le renforcement de l'intégration régionale et la consolidation de la paix dans la sous-région. Il a même insisté sur l'importance de saisir l'opportunité des prochaines élections présidentielle pour davantage renforcer la démocratie et préserver les acquis économiques. C'était lors de sa première visite. Sa première visite en 2025. Mais quand vous regardez son verbatim d'avril et quand vous regardez son verbatim de septembre, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Rien. Fondamentalement, rien n'a changé. L'ONU a déjà sa position. Laquelle, selon vous? La position de l'ONU, c'est qu'on aura des élections en 2025. La Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de ne pas avoir des élections. Ça, c'est clair. La position de l'ONU, c'est que vous êtes libre de contester. Si vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne devriez pas aller à l'encontre des lois de la République. C'est la position de l'ONU. La position de l'ONU, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays stratégiquement important de par sa situation pour qu'on le laisse sombrer au regard de tout ce qu'on vit dans l'espace sous-régional. Voilà la position de l'ONU. Et sur ça, l'ONU ne transige pas. Et je pense que les différents, les acteurs politiques l'ont compris aisément sur cette question. Aujourd'hui, quand j'ai regardé un peu les verbatim, bon, on peut, les interventions, les réactions des uns et des autres. Herman estime que celui de M. Pascal Affi-N'Guessan est courageux? Non, parce que vous n'êtes pas sur la liste électorale ou bien parce que vous n'êtes pas sur le fichier, on arrête le processus électoral. Mais quel type de démocrate on est? Donc, pour vous, vos griefs, on remet en cause ce qui constitue le socle même de la République, c'est-à-dire la Constitution. À un moment donné, soyons sérieux. Très bien. Ouais, soyons quand même sérieux. Donc moi, je trouve que ça n'a rien de courageux. Pour moi, c'est plutôt des propositions antidémocratiques qui vont aux antipodes de la démocratie. Ça, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. On peut ne pas être content, on peut estimer que les choses ne sont pas déroulées dans les règles de l'art, mais on ne peut pas pour ça remettre en cause le fondement de la République, ce qui justifie aujourd'hui qu'eux-mêmes ils soient dans l'opposition, qu'ils soient financés là, c'est ça là. C'est ça qui justifie ça. C'est qu'il faut aujourd'hui même qu'on leur accorde de l'égard, parce qu'on dit son parti politique, c'est la Constitution. Donc on suspend l'élection là, on suspend donc la Constitution alors. Il faut qu'on soit cohérent. Très bien. Daouda, votre réaction justement sur les différents éléments de langage et puis, in fine, la réaction de l'envoyé spécial qui dit qu'il y aura des élections. Il souhaite en tout cas encourager le pays à mener des élections paisibles. Au-delà même de son souhait, je pense qu'il a déjà dit, parce que entre ce qu'il a dit l'autre, sa première visite, la deuxième visite, c'est pratiquement la même chose. Déjà, comment moi j'analyse la visite de l'émissaire de l'ONU? On peut l'analyser sur le plan diplomatique. Allez-y. Parce que s'il y a quelqu'un qui est au fait de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, c'est l'ONU, parce qu'on sait que dans les années 2010, elle a véritablement, il y avait même le certificateur de l'ONU qui s'appelait Choi. Voilà, on se rappelle. Donc, ils ont vu ce qui s'est passé. Et donc, dans cette dynamique-là, ils sont dans une dynamique d'anticipation. Ça, c'est la première des choses. Donc, avant qu'il n'y ait des grabuges, parce qu'il y a un front de la bagarre qui existe, qui, eux, ayant été recalés, la seule chose qui est dans leur tête, c'est la bagarre. Donc, on vient pour essayer de mettre tout le monde au même niveau d'information. Parce que pourquoi est-ce que je dis cela? C'est un appel à la responsabilité, parce que en insistant sur l'importance de la paix avant, pendant et après les élections, l'émissaire de l'ONU, en fait, met la responsabilité entre les mains des acteurs politiques pour dire ce pays-là, c'est le vôtre. Donc s'il y a quelque chose, c'est vous qui êtes les premiers responsables. Mais plus loin, cette visite du représentant de l'ONU, en fait, montre que la Côte d'Ivoire reste sous l'attention particulière des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire. Donc, les gens, au niveau international, ils regardent, les gens ont de gros investissements ici. Et donc, ils viennent pour prévenir toute forme de dégradation. Et le fait pour le représentant de l'ONU de rencontrer tous les acteurs politiques, que ce soit les recalés ou les retenus, c'est un signal d'impartialité pour dire que eux, ils ne sont ni pour l'un ni pour l'autre, mais leur seul camp, c'est le camp de la paix. Et cette décision-là vise à rassurer l'opinion et les partis politiques que toutes les voix, qu'elles soient recalées ou retenues, sont entendues dans le cadre du processus électoral. Quand je dis cela, moi, première des choses,
quand on lit M. Jean-Louis Billon, Mme Simone Eivé, épouse Gbagbo, et Mme Ariel Lagou, on se rend compte que les candidats qui ont été retenus sont résolument tournés vers un processus électoral de paix, de transparence. C'est ça, eux, leur point. Et les non retenus? Bon, les non retenus, je ne sais pas, eux, c'est le front de la bagarre. Donc, peut-être qu'ils sont prêts pour aller à la bagarre. Mais là, pour le moment, moi, je préfère m'apaisantir sur ceux qui sont résolument tournés vers la paix. Voilà. Très bien, messieurs. On va donc, avec votre permission, on va recevoir notre invité, monsieur Ted Azuma. Alors, pendant que l'émissaire de l'ONU en Côte d'Ivoire, on se rappelle bien, on le sait, aujourd'hui, donc, il y a donc quelque chose de très important qui démarre à New York. Donc, la 80e Assemblée Générale de l'ONU. Monsieur Ted Azuma est là. J'aimerais qu'on puisse le faire venir. Il va donc réagir avec nous sur l'intérêt et l'impact de cette session-là, justement, sur la politique intérieure en Côte d'Ivoire. Certains diraient que oui, il y a donc les opposants qui sont également de ce côté-là, qui font bouger les lignes. Attention, des choses peuvent bouger. Est-ce que, au total, après cette session, on aura, comme l'a souhaité peut-être M. Pascal Afin-Guessé, une résolution qui pourrait dire attention, on bloque le processus, ou on fait ci, on fait ça? On va réagir avec M. Azuma qui arrive. Alors, plus de 80 ans au service de la paix et du développement et des droits humains. Bonjour. La thématique, c'est mieux ensemble, mieux ensemble. Bonsoir, monsieur Azuma. Bonsoir, madame. Bon, première réaction, question, mieux ensemble, est-ce que véritablement cette thématique-là est-elle d'actualité aujourd'hui pour l'ONU? Elle est d'actualité parce que le monde est en pleine surchauffe. Vous regardez tous les théâtres d'opération, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, et même en Amérique du Sud, il y a des conflits. Et donc, même en Europe, voilà, en Ukraine notamment, donc il y a des conflits. Le rôle de l'ONU, c'est de permettre d'assurer donc la sécurité internationale. Donc je pense que si l'ONU, à l'occasion de cette 80e session, demande que tout le monde se mette ensemble pour la paix, je pense que c'est un bon message. Est-ce que cette session aura un impact sur la politique intérieure en Côte d'Ivoire? Certainement, parce que la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, je l'ai entendu tout à l'heure, joue un rôle clé dans la sous-région. Et si vous voyez que la sous-région est aujourd'hui sujette à des questions importantes comme le terrorisme, le blanchiment des capitaux, la lutte contre la drogue, il est important pour l'ONU que la Côte d'Ivoire reste ce verrou-là, ce îlot fort qui ne va pas sauter, parce que si la Côte d'Ivoire saute, je peux le dire... Quand vous dites que la Côte d'Ivoire saute, ça veut dire? C'est-à-dire que si nous avons de graves problèmes sécuritaires qui sont dus par exemple à des problèmes internes comme les questions d'élection ou de terrorisme, toute la sous-région va en pâtir. Très bien. Je reprends ma question. Est-ce que vous pensez que cette 80e session aura un impact sur la politique intérieure? Ça veut dire, est-ce qu'on pourrait avoir une résolution? Est-ce qu'on pourrait entendre des choses de la part de l'ONU pour le processus, l'arrêter ou le faire ou le renforcer? Votre réaction? Non, je ne crois pas. On n'est pas encore arrivé à ce stade. Et puis les enjeux sont plus importants que ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Rapportons les questions de l'ONU à des questions sous-régionales, à des questions continentales. Et surtout, ce que vous devez regarder, c'est les tendances aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a deux mondes qui sont en train de se dessiner. Un monde qui est dirigé, ou en tout cas l'idée par la Chine, la Russie, et un autre monde, peut-être même trois, un autre monde qui est l'idée par les États-Unis, qui viennent d'abandonner de façon subtile l'Europe. Donc l'Europe se retrouve un peu seule. Les Américains font leur politique et la Chine, la Russie et les pays du BRICS, ceux qu'on appelle les pays du Sud global, sont eux aussi en train de chercher à tracer leur voie. Très bien, Daouda. Déjà, je pense que cette assemblée de l'ONU, aujourd'hui, quand on la regarde techniquement, ce à quoi on assiste, c'est que tout le monde crie à l'unisson, il faut donner plus de place à l'Afrique, il faut donner plus d'espace à l'Afrique, tout et tout. Mais concrètement, est-ce que eux-mêmes, la question que je me pose, c'est que est-ce que concrètement, eux-mêmes, ils ont envie de lâcher du lest? Je pense pas. Quand on dit eux-mêmes, vous parlez de... Je parle des 5 pays qui ont le droit de veto. Donc, ouvrir la porte à l'Afrique. Ouvrir la porte à l'Afrique, parce que chaque fois, on a même... C'est très rare de voir un pays, même les membres non permanents, c'est tournant, tout et tout. Donc, pour moi, aujourd'hui, techniquement, je pense qu'il faille réfléchir à trouver des pays
que ce soit en Afrique australe, en Afrique centrale, au moins 3 représentants de l'Afrique qui peuvent parler en notre nom. Ça, c'est la première des choses. Et il y a une chose que Ted a dit qui est très vraie. Aujourd'hui, quand on regarde la situation en Afrique de l'Ouest, il y a une forme de dégradation. Et c'est pourquoi tout à l'heure, avec le sujet sur la visite du représentant tout à l'heure, oui. quand il vient pour prévenir, pour sensibiliser les uns et les autres, si la Côte d'Ivoire, cette boucle est cassée, je pense que dans le système ouest-africain, ça sera très 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 compliqué pour tout le monde parce que l'Afrique de l'Ouest est déjà en danger du fait du Mali, du Burkina, du Niger. C'est pas de leur faute, c'est le terrorisme qui est à la base de cela. Donc si la Côte d'Ivoire vient à céder, ça sera catastrophique pour toute la région. Et sincèrement, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience citoyenne véritablement de tout le monde. Votre commentaire justement sur le point de Daouda? Alors, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Regardez les enjeux sécuritaires, c'est plus important que regarder ce qui est en train de se passer maintenant. C'est très important, mais on l'a vu avec la Libye, quand il y a eu le choc en Libye. Oui. Vous avez vu tout ce déploiement qui s'est fait. Donc aujourd'hui, dans la zone sud-saharienne, quand vous partez de la Mauritanie jusqu'au nord du Nigeria, cette bande-là est pratiquement essaimée de dessins terroristes. Alors, si cette bande-là n'est pas maîtrisée en amont et qu'on descend jusqu'au sud, jusqu'à avoir un accès à la mer par rapport à la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Ghana, le Togo et le Nigeria, ce sera vraiment difficile. Parce que l'accès à la mer change la géopolitique. Là, on est sur des terres intérieures, c'est un autre discours. Mais si on a en plus la terre, en plus de la terre, on a la mer, les choses vont changer. Élisée ? Ok. Moi, c'est vrai que j'ai lu un peu éventuellement les sujets qui seront abordés. La question toujours du membre permanent des Nations Unies pour les pays africains, pour l'Afrique, revient toujours. Mais moi, comme j'ai souvent l'habitude de le dire ici, je dis tout dépend des Africains eux-mêmes. Tout dépend des Africains eux-mêmes. On va regarder les prises de parole à la tribune des Nations Unies de chaque chef d'État. Vous verrez qu'ils seront constamment en train de plaider pour leur chapelle personnelle. Mais à quel moment l'Afrique porte sa voix et puis sa voix est entendue? Quand chacun vient juste pour plaider pour lui. Là, on a pris des résolutions en 2015